Ce soir, on a moins de pluie, alors c'est parfait. Alors, dans la deuxième soirée, comme vous voyez le petit affiché, la clé numéro 1 pour une sexualité incroyable, eh bien, on va parler de choses un peu plus sérieuses qui est soir. Je sais que dans nos églises, en tous les cas pour la nôtre, je parle, ce sont des sujets qu'on aborde très rapidement. Et donc, l'auteur de ce programme, de ce séminaire, Marc Rugenborg, il va employer de temps en temps des thèmes assez profonds. Alors, on va y aller directement ce soir. On ne va pas avoir peur d'appeler un chat et un loup. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la télé, quand on regarde Internet, même nos affiches de publicité, ce sont des images des fois très provocateurs qui font souvent une suggestion au sexe. Et donc, tous nos jeunes, depuis quelque temps, eh bien, ils sont envahis d'images où tout est erroné sur la sexualité. Alors ce soir, sans plus tarder, je vais céder la place à Jean-Marc parce qu'il va nous introduire justement dans cette deuxième partie où on va parler donc du sexe. Comment se réjouir quand on est à deux et surtout dans le mariage. Bonne soirée à tous. Merci, bonsoir à tout le monde. Alors ce soir, il faudra vous cacher les yeux. Non, il n'y aura rien du tout sur l'écran, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas du tout la chose de vous déranger. Mais c'est vrai que Élise a raison de vous dire que ce soir, on a des choses dont on parle presque jamais. Mais ce soir, on va être assez direct sur certaines choses. On va voir des choses vraiment intéressantes pour la sexualité du couple, sans aller trop dans les détails. Mais il y aura une partie assez costaud, je vous préviens. Donc, je m'excuse d'avance si peut-être il y a des oreilles qui n'ont pas l'habitude d'entendre ces choses. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est la 5e fois qu'on fait ce séminaire et nous avons fait déjà ce séminaire dans le Nord, donc à Vaud, avec des assistants qui venaient donc du milieu kanak. Vous savez, dans le milieu kanak, on est très très prude sur ces choses-là, c'est pas évident. Et je me souviens que lorsqu'on a fait cette session là-bas, je voyais certaines personnes qui effectivement avaient le regard un peu baissé. Mais nous faisons toujours une évaluation à la fin de nos sessions. Et donc, on demande aux gens d'écrire s'ils ont aimé, s'ils ont apprécié, s'ils ont des commentaires. Et je me souviens que là-bas, donc, il y avait des personnes de ces communautés-là qui ont dit c'était super. Il y a même quelqu'un qui a écrit il faudrait faire ce séminaire dans toutes les tribus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'entend jamais et il faut entendre certaines choses. Donc, ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer notre session. Est-ce que je pourrais voir ceux qui sont là pour la première fois ce soir? D'accord. Alors, Alors, hier soir, on a parlé de la différence entre le cerveau des femmes et le cerveau des hommes. Et je me souviens qu'il y en a qui ont beaucoup rigolé parce qu'on a vu des choses vraiment incroyables. Mais pour introduire notre session de ce soir, je pense qu'il faut rappeler certaines choses d'hier soir. Et vous vous souvenez de ce diagramme, ceux qui étaient là? Donc, je vais rappeler pendant une minute ou deux seulement le principe de ce diagramme, pour dire, entre l'homme et la femme, il y a vraiment une différence de perception par rapport à la sexualité, par rapport au sexe. Et quand on regarde l'explication de cette différence, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est une notion d'anatomie. Donc ici, j'ai dessiné le cœur de la fille, et ici, j'ai dessiné le lieu de bonheur. Vous vous souvenez? C'est la chose qui est importante pour ce soir. Et ce qu'on a vu hier soir, c'est que l'intérêt basique de tout homme pour une femme, c'est ça. Ok? Mais ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que pour avoir accès à ça, il faut passer par ça, par le cœur de la fille. Quand vous pouvez avoir accès au cœur de la fille, vous pouvez avoir accès au lieu du bonheur. Ça va? Vous vous rappelez de ça? Et c'est quelque chose qui est constant parce que chez l'homme, ça revient toujours, parce que c'est la testostérone qui dicte cette envie-là d'aller au lieu du bonheur. Et ça se passe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous vous souvenez, hein? Ça commence à l'âge de 18 ans, il paraît. Et puis après, ça diminue légèrement. Enfin, ça diminue au fil des ans. Hein. Ça diminue comme ça. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Hein. En fait, ça diminue jamais.
Et donc, cette chose revient toujours, et nous avions dit que c'est Dieu qui a créé cette chose, et s'il a créé ça, c'est pour que l'homme se rappelle toujours qu'il faut être gentil avec la fille. Quand l'homme éprouve ce besoin-là, c'est que c'est Dieu qui est en train de lui dire, rappelle-toi, il faut être gentil avec la fille, il faut s'occuper de son cœur. Sois gentil avec la fille, sois gentil avec la fille. C'est pour ça qu'il y a ce système qui a été fait comme ça. Et inversement, quel est le besoin fondamental d'une fille par rapport à son homme, d'une femme par rapport à son homme? L'intérêt fondamental d'une femme pour son homme, c'est de gagner son cœur. Et ce que les filles oublient souvent, c'est que pour avoir accès à ça, il faut passer par ça. C'est là qu'on peut avoir accès à ça. Mais seulement le problème, c'est que ça se fait dans le mariage. Parce que nous avons expliqué aussi quelque chose de très important hier, c'est que dans notre société, ce qui se passe, c'est que les filles, elles aiment leur copain ou leur homme, et puis elles donnent ça, tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme a déjà tout gagné, puisque c'est ça son intérêt fondamental. Et donc après, souvent ce qui se passe, c'est que la fille, elle donne ça au garçon avant le mariage, et après elle court après pour dire, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que... Voilà. Et c'est ça qu'on observe beaucoup. C'est pour ça que nous avions partagé une image qu'il faut toujours retenir. C'est comme quand vous voulez construire une maison. Vous voulez construire une maison qui coûte 30 millions. Et là, vous choisissez un entrepreneur. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites un chèque de 30 millions et vous lui donnez le chèque de 30 millions avant qu'il construise. Qu'est-ce que l'entrepreneur va faire? Il va s'en aller avec le chèque. Donc quand une fille est en train de donner ça avant le mariage à un gars, il a déjà tout eu, elle va être escroquée. Les entrepreneurs les plus honnêtes, ils construisent quelque chose, mais c'est une cabane, c'est plus une maison à 30 millions. Donc les filles, surtout les filles célibataires, vous devez bien faire attention à ça. Par contre, les gens qui sont en couple, qui sont mariés, qui sont engagés, quand l'homme s'occupe bien du cœur de la fille, il va avoir ça. Quand la fille va bien s'occuper de ça aussi pour son mari, elle va avoir ça. C'est un système qui est parfaitement équilibré quand les deux savent de quoi il s'agit et quand les deux maîtrisent le système. Voilà. Je fais juste ce rappel parce que c'était important pour ceux qui viennent là ce soir pour la première fois. Et donc maintenant, nous allons passer à notre session de ce soir. Vous vous rappelez comment ça s'appelle la session de ce soir? Oh là là, ma chérie. La clé numéro 1 pour une sexualité incroyable. Alors, il faut que je pose encore quelques principes avant de vraiment commencer. C'est des principes importants dans ce que nous allons discuter. Lorsque vous faites de la navigation aérienne, lorsque vous prenez un avion, si vous voulez aller par exemple de Nouméa, voilà je dessine la Calédonie, vous avez Nouméa qui est ici, je veux aller à Lifou, ici. Alors qu'est-ce que je fais avec mon avion? Je vais calculer le cap, et puis je vais dire, tiens, voilà le cap, avec la boussole, et je vais tenir ce cap-là. Donc je décolle et je me dis, je prends cette direction et je vais aller là-bas. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il faut tenir compte de différents paramètres, et notamment, il y a ce qu'on appelle les alizés. Si je fais juste comme ça avec ma boussole, ben, je vais atterrir où? Je vais atterrir là-bas. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est comment aller d'un point A à un point B, au niveau donc de la vie sexuelle. Mais vous avez tous des paramètres tout à fait individuels et tout à fait personnels. Donc ce sera à vous d'ajuster. Ce n'est pas quelque chose qui passe partout avec tout le monde. Ce sont des grands principes généraux. Et chacun de nous, on a notre expérience personnelle, notre histoire. Donc il va falloir faire appel à votre intelligence, à votre jugement, à votre bon sens pour prendre ce qu'on va voir ce soir et l'adapter à votre expérience à vous, à l'expérience de votre conjoint et à votre relation personnelle. Donc gardez bien ça en tête, il faudra ajuster vous-même avec les variables personnelles que vous avez. Alors, vous savez, quand on commence à parler de sexualité, et hier soir nous avions dit que c'est un séminaire offert gracieusement, un service à la communauté, de la part de l'église adventiste de Nouméa à la vallée des Colons, eh bien tout de suite on se dit, sexe, attention, église, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, et puis, oh là là, c'est compliqué, il y a des choses qu'on dit qu'il ne faut pas faire.
Eh bien, des fois, c'est vrai que quand on dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire ou faire, ça a l'air un petit peu suranné, peut-être dépassé, mais il y a des bonnes raisons pour lesquelles, des fois, on adopte des positions spéciales par rapport à la sexualité. Parce que la raison pour laquelle Dieu, dans la Bible, on voit dans la Bible, il faut attendre jusqu'au mariage avant d'avoir des relations sexuelles, c'est pas fortuit. Il y a vraiment des bonnes raisons. C'est que quand vous pratiquez le sexe en dehors du mariage, vous courez un très haut risque d'embrouiller les choses et de gâcher les choses. Et c'est particulièrement vrai pour les hommes. Parce que les hommes ont tendance à graver leurs premières expériences sexuelles. Vous savez, c'est comme les oiseaux. Vous savez, il y a certains oiseaux, ils sont dans leur coquille, et puis quand les œufs sont éclos, ils sortent, et la première chose qu'ils voient, c'est leur maman. Vous connaissez ça, hein? Donc, il y a des spécialistes de certains oiseaux, quand ils veulent s'occuper de ces oiseaux, par exemple les grues, c'est des voisins des cigognes, ces spécialistes des grues, quand ils doivent s'occuper de petits œufs et puis qu'ils vont bientôt éclore, ils se déguisent carrément en grue, parce que s'ils ne se déguisent pas en grue, les oiseaux risquent de prendre pour maman tous les êtres humains et de ne pas prendre pour maman les grues. Donc c'est vraiment quelque chose qui est frappé dans leur esprit tout de suite et ils suivent après ça. Eh bien les hommes, c'est pareil. Pendant leurs premières expériences sexuelles, et souvent les premières expériences sexuelles sont faites dans le contexte de la convoitise, de la pure passion sexuelle. C'est vraiment la chose érotique, c'est en dehors du mariage, souvent ça se passe comme ça. Et donc c'est purement de la pulsion sexuelle, c'est chaud, c'est à l'arrière d'une voiture avec quelqu'un qu'on ne connaît pratiquement pas. C'est comme ça souvent. Et dans ce contexte-là, les hommes graves impriment dans leur cerveau plutôt à propos du sexe et pas à propos de la fille. C'est comme si dans ses premières expériences, quand le moment il est là, tic 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 tic, ça photographie tic 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 tic, et puis ça reste dans le cerveau. Et ça reste dans le cerveau pour toute la vie. Parce que la plupart des hommes dans ce genre de contexte, ils vont rester collés à cet endroit-là. Et lorsque plus tard ils auront des expériences avec d'autres femmes, ils vont sans cesse chercher à retourner à ces premiers moments-là. Et ça va être difficile des fois parce que même quand ils vont se marier, eh ben, ils vont sans cesse revenir à ces moments où justement on était plus dans le sexe, dans la convoitise pure, dans la passion charnelle vraiment. Et ces premières expériences en plus, souvent c'est attaché à des sentiments d'interdit, de culpabilité, de choses cachées, de choses pas bien. Et ça va rester après dans le cerveau de cet homme, même quand il sera marié. Et souvent, si ça se passe dans des choses où on fait des pratiques un peu bizarres, eh ben, ils vont chercher à refaire la même chose avec leur femme quand ils seront mariés, et la femme ne va pas comprendre pourquoi il aime ceci, pourquoi il aime cela. Donc c'est important de comprendre ça. Par contre, si les premières expériences sexuelles d'un homme sont dans le contexte du mariage, là c'est complètement différent. Parce qu'il est amoureux de la fille, et puis finalement, on le présente aux parents, etc. Et on va commencer à faire connaître les choses, et après on se prépare au mariage, et là il y a le mariage, donc il y a une grande assemblée qui est là, tout le monde approuve ça, Dieu même à l'église, quand il va à l'église, Dieu approuve ça, donc tout est approuvé, et donc lors de leur première nuit de noces, lors de leur lune de miel, ils ont ces premières expériences sexuelles, et là c'est pareil, il va avoir aussi il va prendre comme un appareil photo, mais qu'est-ce qu'il va graver? Il va graver pas seulement l'expérience sexuelle, il va graver à propos de la fille. Ça va être complètement différent. Et ça va le connecter à sa femme de manière très profonde à ce moment-là. C'est pour ça que ceux qui attendent jusqu'au mariage avant d'avoir des relations sexuelles, ils ont un très faible taux de divorce par rapport à ceux qui ont déjà eu des expériences avant. Parce que ce qu'il grave dans son esprit, donc, c'est elle, et pas seulement l'expérience sexuelle. Un jour, le pasteur Mark Gungor, donc l'auteur de ce séminaire, disait à la suite de ses conférences, il est venu le voir, il a dit moi, je ne suis pas vraiment intéressé par le sexe. Alors le pasteur Gungor, il dit il doit délirer celui-là, intéressant. Alors comme ça, vous n'êtes jamais intéressé par le sexe? Et là, le monsieur, il dit ben, c'est vrai que si quand même, avec ma femme, si on sort à dîner, après on va dans un hôtel, oui, ça va. Et là, donc, le pasteur Gungor, il dit, dites-moi, avant d'être marié, vous étiez vierge ou pas? Oh ben non, je n'étais pas vierge, vous savez, l'air fier, hein.
Vous étiez plutôt actif sexuellement, hein? Oui, oui, oui. Vous pouvez m'en parler un petit peu, comment ça se passait? Eh bien, voilà, je sortais un peu avec ces femmes, on allait au bar, et puis après on allait dîner, et après on allait à l'hôtel. Et là, le pasteur Bugan dit, vous voyez, ça a été gravé dans votre esprit, et vous cessez constamment de revenir à ces premières expériences. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans notre culture, les experts, les psychologues, ils basent toujours leurs conseils par rapport à ces choses-là. Souvent, ils disent, quand il y a un problème de couple, il faut revenir à vos premières expériences sexuelles, il faut revenir comme avant, en pensant que tout le monde est passé par là, et donc ils conseillent de fantasmer, d'imaginer toutes ces choses-là. Et ça peut être vraiment destructeur. Les hommes, à cause de ce genre de conseils, à cause de ce genre d'expérience, où on a gravé quelque chose qui vient du passé, mais qui est exclusivement sur le sexe, ils ont du mal à se connecter réellement avec leurs femmes. Et les femmes aussi, du coup, ont du mal à avoir une expérience avec leur homme qui est vraiment satisfaisant, puisque lui, il est plutôt sur le sexe, mais pas sur la femme. Et la femme sent très bien cela. Donc, est-ce qu'on peut s'en sortir quand on est passé par là? Oui, mais il va falloir faire des efforts. Ça va nécessiter de faire des efforts. Et ce sera différent d'un cas à l'autre. Alors, la même chose est vraie pour les femmes. Les femmes aussi gravent lors de leurs premières expériences sexuelles. Mais les femmes impriment les choses d'une façon différente. Parce que les femmes ne gravent pas, n'impriment pas par rapport à ce qui se passe pendant l'acte sexuel, mais elles gravent, elles impriment par rapport à ce qui se passe après l'acte sexuel. Donc quand les femmes ont des relations sexuelles hors du mariage, en général, qu'est-ce qui se passe après l'acte sexuel? Rien du tout. Voilà, ce soir ça s'est passé. Et puis souvent on voit ça, elles attendent que l'homme rappelle, il ne rappelle pas. Et à force de faire ça, à force qu'il y a des expériences comme ça où il n'y a pas de connexion, pas de relation suivie, eh bien elles gravent une chose, elles impriment la chose suivante, c'est que le sexe, ça ne signifie rien du tout. D'ailleurs je vois des personnes qui ont leur livret ici, vous voyez, ceux qui ont leur livret, ce que les hommes gravent avant le mariage, en général, c'est le sexe. Ce que les femmes, en général, gravent avant le mariage, comme il n'y a rien après, c'est sexe égale rien. Sexe ne signifie rien. Et c'est pour cette raison qu'il y a de nombreuses femmes qui sont passées par là, et lorsqu'elles se marient un jour, elles ont une attitude d'indifférence, ou même d'hostilité par rapport à la vie sexuelle. Donc, le schéma dont on vient de parler, qu'on a vu hier soir, vous voyez cette chose où on dit, les femmes, il faut comprendre que l'homme, il a besoin de ça, mais si elles veulent avoir le cœur de l'homme, il faut passer par là. Le schéma est faussé pour elles. Pour elles, cette histoire-là, c'est, voilà, j'ai été avec des hommes plusieurs fois, ça ne signifie rien pour eux. Et à la fin, tout ce schéma s'estompe parce qu'elles ont appris que ça ne signifie rien. Par contre, quand une femme attend jusqu'au mariage et elle voit comment cela la connecte à son homme, elle comprend que c'est une chose fondamentale. C'est vraiment une clé fondamentale. Quand elle voit comment l'homme a pris tout le temps de la courtiser, de devenir son époux, tout le monde est d'accord et tout, la première fois que ça se passe, ça la connecte aussi à son homme d'une façon vraiment fondamentale. Et elle comprend au contraire que cette chose, ce n'est pas rien, comme on a dit hier soir, c'est quelque chose de très important pour une bonne relation dans les couples. Et donc, quand ces choses ont été gâchées dès le départ, ça devient difficile. C'est particulièrement grave pour les femmes qui ont été abusées sexuellement, parce que justement, tout ce schéma est détruit. Mais j'ai vu une conférence d'un sexologue qui s'appelle Pascal De Sutter, qui était venu de Belgique il y a 1 an et demi. Lui, il travaille avec ses femmes et il sait qu'on peut trouver un moyen de travailler et de revenir à une vie sexuelle tout à fait normale et tout à fait bonne. Donc ces choses-là, il faut en parler parce que ça a un impact terrible. D'ailleurs, pour la petite histoire, souvent, là on parle d'église tout à l'heure, dans les églises on n'ose pas en parler. On dirait que c'est quelque chose, il ne faut pas parler de ça. La question des fois qu'on se pose, mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas parler de ça? D'après vous, qui c'est, selon la Bible, qui c'est qui a créé le sexe? Qui a créé la sexualité?
c'est un mauvais esprit ou c'est Dieu? C'est Dieu lui-même qui a fait ces choses-là. Donc c'est quelque chose de bon à l'origine. Et quand on parle de sexe, souvent on est gêné parce que à cause de toutes choses qu'on fait mal avec le sexe, ça devient des problèmes et donc on ne veut pas trop rentrer dans ces choses. Alors que la sexualité, c'est un don qui a été donné à l'origine entre l'homme et la femme. C'est quelque chose de très bien, mais il faut bien le faire, tout simplement. Et vous savez, puisque c'est Dieu qui a créé ça, vous savez que Dieu vous voit tout nu dans votre salle de bain, hein, et ça ne le gêne pas du tout. Moi, ça me gênerait, mais lui, ça ne le gêne pas du tout. Donc, quand on dit, souvent on dit, ah, il ne faut pas se marier avant il faut se marier avant d'avoir des relations sexuelles. Des fois, on dit, ah, mais ça, c'est des choses de puritaines, c'est des choses arriérées, c'est des choses d'avant, c'est plus valable. Non, c'est pas seulement ça. C'est qu'en fait, ces choses, ces premières expériences sexuelles ont un impact sur nous. Et beaucoup d'entre nous, eh bien, on va lutter avec ça jusqu'à la fin de notre vie. Et on va lutter avec ça à l'intérieur du mariage. Ça va être difficile de corriger. Et des fois, la solution n'est pas rapide, ça ne corrige pas facilement. Mais si on y travaille, on peut avoir une bonne sexualité. Et puis pour ceux d'entre vous qui êtes déjà d'un certain âge, ce que vous pouvez faire en plus par rapport à ce que vous allez apprendre ce soir, c'est de le partager à vos enfants. Parce que vos enfants, ils ne sont pas encore rentrés dedans. Donc il faut qu'ils connaissent déjà les bons paramètres. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est un peu comme le métabolisme. Vous savez, le métabolisme, c'est comment notre corps fonctionne quand on mange. Il y a des personnes qui peuvent manger ce qu'elles veulent, elles ne vont pas prendre un seul gramme. Je mange ceci, je mange cela, autant que je veux, et puis toujours mince, tout le temps. Et puis il y a le reste d'entre nous, dès qu'on regarde un gâteau, on prend 5 grammes. Ok? C'est quoi la différence? Les personnes qui peuvent manger n'importe quoi, rester minces, ils ont de la chance. Et nous, est-ce qu'on peut aussi rester mince? Bien sûr. Et ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut plus d'efforts. On peut avoir le même métabolisme sain, mais il faut faire plus d'efforts. Et c'est pareil pour le métabolisme sexuel. Ceux qui font les choses bien dès le départ, toute leur vie vont avoir un métabolisme sexuel automatiquement sain. Ceux qui au départ ont été floués, ont pris des chemins un peu détournés, il va falloir travailler un petit peu plus, parce que le métabolisme aura été un peu gâché. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une bonne vie sexuelle, mais il va falloir travailler plus. Il vous faudra un effort délibéré, un travail un peu plus difficile. Et si je dis ça, ce n'est pas pour vous décourager, c'est pour vous dire la vérité. C'est parce que c'est comme ça la vie. Par contre, ce que vous pouvez faire encore une fois, vous pouvez encourager vos enfants à attendre le mariage. Et pour les femmes, ce n'est pas seulement une question psychologique. Vous savez qu'il y a quelque chose de physiologique dans cette histoire. Il a été prouvé que les femmes qui ont plusieurs expériences sexuelles avant le mariage, elles ne répondent pas de la même façon physiquement. Habituellement, lorsque les femmes ont une relation sexuelle, elles libèrent dans leur corps une hormone qui s'appelle, un produit chimique qui s'appelle l'ocytocine. Vous savez l'ocytocine, ce que c'est? Quand une femme enceinte accouche, elle a une décharge d'ocytocine. Et cette ocytocine, en fait, c'est comme une hormone de l'attachement affectif. Ça provoque une connexion émotionnelle. Donc une femme qui accouche, elle a ça dans le sang, elle voit son bébé, elle tient comme ça, et ça devient une connexion pour toute sa vie, la femme et le bébé. Et même lorsque le bébé est sur le sein de la femme, ça libère aussi cette ocytocine, ça provoque un attachement, une connexion émotionnelle très forte. Je vois une maman qui allait, je pense qu'elle comprend ce que je dis. Et bien, lorsque les femmes ont une relation sexuelle, il y a la même chose qui se passe. Donc il y a un attachement très fort. C'est pour ça qu'en général, la femme, elle est collée après au gars. Mais ce qu'on a prouvé, ce qu'on a détecté scientifiquement, c'est que quand une femme a plusieurs partenaires sexuels avant le mariage, la quantité d'ocytocine diminue. Et donc, c'est vraiment dramatique pour une femme parce qu'il n'y aura plus la même émotion, il n'y aura plus l'attachement. Et comme on a dit pour une femme, ça, là, c'est très très important, les histoires de cœur. Et donc, ça ne vaut pas le coup de rentrer dans ces choses quand on dit, tout le monde dit c'est normal, on peut le faire, machin. Parce qu'il y a des dégâts qui vont se faire même au niveau physiologique et donc émotionnel. Alors vous pouvez avoir une bonne vie sexuelle, mais c'est important donc de dire à vos enfants d'attendre. Et donc je vois des jeunes, attendez au maximum, il faut bien faire les choses.
Et surtout, les parents, n'allez pas dire à vos enfants ou à vos jeunes, il ne faut pas dire « Oh, le sexe, c'est pas bien, c'est mauvais. » Mais c'est n'importe quoi, ça. Mais le sexe, c'est super. Moi, j'aime beaucoup ça. Je vais vous dire même, des fois, je suis carrément avec... Ouais, bon, je ne vais pas dire ce qu'on fait avec ma femme, mais je vous assure, il y a des fois, je suis tellement bien, et puis quelques secondes, minutes plus tard, je prie carrément, je dis merci Seigneur d'avoir créé cette chose. C'est extraordinaire le sexe, c'est super. Mais il faut savoir comment faire. Il faut le faire de la bonne façon. Si vous ne faites pas de la bonne façon, ça va saboter votre vie sexuelle pour vos années futures. Et vous allez devoir lutter avec ça après. Donc il faut faire les choses correctement pour avoir un métabolisme sain. Et je sais que nous tous, on aurait dû attendre, et je sais que nous tous, on n'a pas forcément tous attendu. Maintenant, ce n'est pas la même chose si vous avez juste 2 partenaires sexuels avant le mariage ou plusieurs comme un donjon, ce n'est pas la même chose, ça dépend des gens. Mais nous pouvons lutter, nous pouvons apprendre des choses ce soir, et je pense que vous allez apprendre des choses ce soir qui vont vous aider à avoir une bonne vie sexuelle. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Ça va? Vous êtes toujours copains avec moi? Bon, nous allons nous focaliser maintenant sur les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes, elles sont beaucoup plus compliquées que les hommes. N'est-ce pas les hommes? Yes. N'est-ce pas les femmes? Ouh. Bon, on va se concentrer donc sur les femmes, sur ce qu'il leur faut pour avoir une bonne expérience sexuelle. Alors, nous allons voir 5 points importants. Alors, mon stylo, il est là-bas. Donc, 5 points importants. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous savez, les hommes, pour nous, les hommes, c'est très très simple. Pour avoir une bonne expérience sexuelle, pour les hommes, c'est facile. Il suffit juste que leur femme se montre. Puis là, ça y est. Il faut plutôt un masque à oxygène. Parce que là, ça part tout de suite. Ça part tout de suite. Il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué, les hommes. Et c'est pour ça que les femmes, on va s'intéresser aux femmes. Parce que c'est là qu'il faut travailler plus, on va dire. C'est les hommes, ça part tout seul. Encore une fois, gardez à l'esprit, comme hier soir d'ailleurs, que nous parlons des choses générales. On parle du stéréotype, c'est-à-dire du comportement général des femmes, selon lequel, pour la plupart des femmes, les femmes sont en général plus intéressées par le sexe que l'homme. Maintenant, si c'est l'inverse, si votre femme est plus intéressée par le sexe, on avait dit hier soir, surtout ne bougez pas, on ne veut pas savoir qui vous êtes. Donc, c'est à vous après à interpoler et adapter en fonction de votre cas personnel. Donc, numéro 5. Numéro 5, voilà. Numéro 5, c'est être romantique. Être romantique. Voilà. Et pour ça, on va rentrer dans ce livre que nous avions introduit hier, le Cantique des Cantiques qui se trouve dans la Bible. C'est le livre qui parle de l'amour entre un homme et une femme. Alors, regardez ça. Que de charme dans ton amour, ma fiancée. Et combien tes parfums, comme ton amour vaut mieux que le vin. Vous voyez, comme ton amour vaut mieux que le vin, le gars il est ivre là déjà, avec sa femme là. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Voilà un homme qui sait parler aux femmes. Il est très romantique. Il emploie un langage tout à fait romantique. Et le problème aujourd'hui qu'on voit dans notre société, c'est qu'il y a quelque chose qui a gâché ça dans les hommes. Vous savez ce que c'est? C'est cette affaire de pornographie qu'on voit étalée un peu partout. Il fut un temps où les hommes étaient amoureux des femmes. En d'autres termes, c'était des soupirants, c'était des courtisans des femmes. Des personnes qui étaient aux petits soins avec elles pour obtenir leur faveur. Alors qu'aujourd'hui, avec le porno, ça a transformé beaucoup d'hommes en cochons, centrés sur eux-mêmes. C'est à cause du porno. Il ne s'agit plus de faire l'amour à une femme, il s'agit de chercher son autogratification. Elle doit me faire ceci, elle doit me faire cela, avec des trucs vraiment sales, pire que les toilettes. C'est comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui.
Vous voulez avoir une super vie sexuelle? Vous devez être un amoureux, un soupirant, un prétendant de la femme. Il y a des hommes qui sont fâchés que leur femme n'a jamais envie, elles ne sont pas allumées automatiquement comme eux, qu'elles n'ont pas autant de désir qu'eux-mêmes, et elles disent, ma femme, le sexe, ça ne l'intéresse pas. Mais bien sûr que si, les hommes, ça intéresse les femmes, le sexe, mais pas de la même manière que vous, c'est différent par rapport à vous. Votre rôle, c'est d'être un amoureux, c'est quelqu'un qui lui fait la cour, qui va éveiller le désir sexuel qui est en elle. Quel programme! Et beaucoup d'hommes ne veulent pas faire ça. Beaucoup d'hommes sont fainéants, ils ne veulent pas faire ça, ils ne veulent pas se fatiguer à faire ça. Vous savez comment je sais ça? C'est que moi j'étais comme ça. J'étais fainéante. Alors que le but de cet homme, c'est d'amener cette femme non seulement à avoir un désir sexuel, parce qu'il est dans cette femme, mais à l'amener jusqu'au, comment on dit déjà, jusqu'au sommet. C'est ça son but. Et d'ailleurs, pendant ce cheminement-là, il peut y avoir des petits indices qu'elle donne, hein, des petits bruits, soupirs, des fois c'est des fois c'est Il y a des femmes qui se disent, ah ben non, moi je ne peux pas parler comme ça, je peux pas, non, mais... Écoutez les femmes, si votre mari ne sait pas s'il est dans la bonne direction, vous n'allez pas atteindre la terre promise. Mais je ne sais pas, alors trop quoi faire, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je ne sais pas, trouver un signal, je ne sais pas, soupirer bingo à son oreille, il va savoir. Ça fait un super code d'ailleurs, hein, bingo. Hein. Vous pouvez même parler de ça à table devant les enfants. Hein. Alors chérie, tout à l'heure, on se fait un petit bingo. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Ils jouent au bingo, papa et maman, c'est quoi? Donc vous devez être focalisé sur la fille. Vous devez être romantique. C'est tout le contraire de se réveiller au plein milieu de la nuit en disant « Hé, t'as réveillé? T'es réveillé? On va faire un... » Non, c'est pas comme ça, les hommes là. Il faut faire les choses comme il faut. Enfin, si votre femme, ça ne la dérange pas, au plein milieu de la nuit, comme ça, boum, allez-y, hein, mais... Non, au contraire. Rappelez-vous ce qu'on a vu hier. En fait, quand vous sentez ce besoin de sexe, je vais aller carrément, les hommes, hein, je vais dire les choses directes, on a dit, on vous a prévenu. Hein. Quand vous sentez ce besoin de sexe, ne vous attendez pas à avoir une satisfaction rapide. C'est Dieu qui est en train de vous dire, ah, c'est le moment de se brancher en mode romantique. Et d'être gentil avec la fille. D'être gentil avec la fille, gentil avec la fille. Hein, c'est pas le truc, bébé, viens ici, là, viens ici, tu peux m'aider, là. Non, c'est pas comme ça. C'est votre rôle d'être un amoureux qui courtise la fille. Et d'ailleurs, il y a une idée répandue qui est beaucoup dite ces temps-ci. C'est la question du désir. Et la question du désir, vous savez, c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Ça stresse beaucoup de gens. Parce que dans toute notre vie, dans les choses qu'on entend sur l'éducation sexuelle, tout ça, dans les livres, voilà ce qu'on dit. On dit, le désir, il faut d'abord avoir du désir. Et après, il y aura quoi? Une excitation. Et après, il y aura donc, ben voilà, il y aura le sexe. Voilà, on sera parti là-dessus. Eh bien, ça semble vrai, mais ce n'est pas vrai pour des millions de personnes, cette équation-là. Ça ne marche pas vraiment. Et particulièrement pour les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'ont pas de désir, n'ont pas envie de faire l'amour, là, comme ça. C'est pas comme ça. La plupart des femmes, des millions de femmes, ne sont pas comme ça. Et même des hommes aussi ne sont pas comme ça. Et donc, des fois, ils se sentent coupables en disant « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai jamais envie, je suis malade, ou j'ai un problème dans ma tête. » Mais écoutez, en fait, souvent on se dit ça, je devrais avoir envie, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faudrait avoir du désir tout le temps, il faut toujours avoir envie. Mais qui c'est qui a dit ça? C'est qui l'autorité qui a décrété ça? Ce n'est pas la réalité. En fait, on a découvert en interviewant beaucoup de couples que cette histoire de désir n'est pas réelle. Un homme, on a dit, alors, votre femme, comment ça se passe? Ah, ma femme, ça ne l'intéresse pas.
elle n'a jamais envie. Ah oui, elle n'a jamais envie. Mais bon, quand vous faites l'amour, comment ça se passe avec elle? Elle aime bien quand même? Oh là là, c'est une sacrée bombe hein, quand on fait l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose de fou avec ça. On constate que les personnes les plus sexuelles, hein, les gens qui s'éclatent quoi, eh bien ils ne manquent pas du tout, ou peu de désir en fait, dans la vie normale, extérieurement. Il y a beaucoup de femmes qui aiment ça quand elles sont en train de le faire, mais avant, comme ça dans la vie, non, elles n'ont pas envie de faire, elles ne sont pas là dans ce schéma. Donc, il faut arrêter de se dire, je devrais avoir envie, parce que ce schéma est faux. Parce que sinon, on pense qu'on est anormal, et on commence à développer des attitudes hostiles, des attitudes mauvaises envers le sexe. Et donc, à cause de ça aussi, il y a beaucoup d'hommes qui sont en colère permanente avec leurs femmes. Ils se disent, oh ben elle devrait avoir envie, mais elle n'a jamais envie. Elle ne commence jamais, elle n'initie rien, on dirait qu'elle ne veut jamais, elle n'a pas envie. Qui s'en soucie? Écoutez, moi je vous dis, dans ma maison, c'est moi l'initiateur. Je suis l'initiateur. Ce schéma, ça embête tout le monde, hein, ça suffit là de parler de ça, elle devrait avoir envie, elle devrait avoir envie, c'est pas juste. C'est à vous les hommes de commencer à éveiller ce désir en elle. Donc vous devez apprendre à être un amoureux de la fille, apprendre comment réveiller le désir qui est en elle. Et ça me conduit au prochain point. Prochain point, elle a besoin de préliminaire. Alors, il y a peut-être des gens qui pensent qu'ils savent ce que ça veut dire, mais on va bien expliquer ce que ça veut dire. C'est pas forcément ce que vous pensez. Il y a beaucoup d'hommes, lorsqu'ils veulent initier les choses, disent à leur femme, « Tu veux faire l'amour ?» Et la plupart du temps, la femme dit « Non. » Alors pourquoi vous posez ce genre de questions? Moi, je ne demande pas à ma femme si elle a envie d'avoir des relations sexuelles. Jamais. J'y vais, c'est tout. Parce que je suis l'initiateur. Peut-être que tu n'as pas envie, mais quand tu vas voir, tu auras envie après. Allez les hommes, il faut se lever et prendre sa place, hein, ok? Regardez ça. Regardez ça dans le Cantique des Cantiques. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Ouh, attention. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, j'irai vers les grappes. Youpi! Le problème, c'est que la plupart des gens ne veulent pas prendre le temps de grimper sur le palmier. Ils veulent tout de suite prendre l'échelle de pompier et arriver les grappes comme ça. Mais c'est pas comme ça. Il faut monter sur le palmier. Vous devez toucher la fille, être romantique. Hein? Vous devez faire varier les choses. D'ailleurs, ne soyez pas trop prévisible. Hein? Il y a beaucoup d'hommes, ils touchent leur femme, et puis ça y est, ils se disent, oh là là, ça y est, ça commence. Pourquoi? Parce que c'est tellement facile de voir où est-ce que vous voulez aller, elle sait ce qui va arriver. Pourquoi elle réagit comme ça? Parce que les femmes ne sont pas intéressées par les formules. Vous savez, les hommes, hein, ils aiment les formules. Tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Mais les femmes, c'est pas comme ça. Et vous faites tout le temps la même chose avec elle, hein, les hommes. Donc elle dit, quand elle commence à savoir, allez, pousse-toi, laisse-moi tranquille. Hein. Vous devez varier les choses. Il faut apprendre à grimper le palmier. D'ailleurs, vous savez, vous voulez de bons préliminaires, vous allez transformer ça en une affaire de 24 heures. 24 heures de préliminaires. On peut appeler ça faire rôtir la fille à petit feu. Et ça marche, hein. Il ne faut pas être pressé. Donc vous êtes là dans la journée, et puis vous embrassez la fille, et puis vous la laissez seule. Et puis après vous revenez, vous lui faites un câlin, et puis vous la laissez seule. Et puis là, elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Vous la laissez deviner.
Et puis quand elle sort de la douche, elle est fatiguée, elle dit « Viens ma chérie, je vais te masser le dos sur le lit, vous masser le dos, vous la caressez bien le dos, et puis après vous la laissez se détendre, et puis voilà. » Ah, il y a du vécu dans la salle, on dirait. Vous devez apprendre à grimper le palmier, prendre le temps. Hein, assez avec cette histoire de désir. J'attends qu'elle ait envie, j'attends qu'elle ait envie, gna gna gna. Écoutez, si vous attendez, là, vous allez être vieux avant d'avoir la révélation. Hein? Il faut y aller. Il faut faire ce qu'il faut. Donc, numéro 3. Et il est là, mon stylo. Numéro 3, maintenant, elle a besoin de... Elle a besoin de temps. Pas pour elle quand c'est 24 heures, mais elle a besoin de temps. Alors regardez ce que dit le Cantique des Cantiques. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Vous voyez le romantique, hein? Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Ah, apparemment c'est comme ça qu'on était romantique à 4000 ans. Tes lèvres sont comme un ruban écarlate et ta bouche est charmante. C'est dans la Bible ça? Mais oui, c'est dans la Bible. Ton cou est comme la tour de David. Il y en a qui se rappellent bien ça. Tes deux seins sont comme les jumeaux, comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Oh, quelle image romantique. Et maintenant, regardez ça. Avant que l'aube arrive et que les ombres fuient, en d'autres termes, toute la nuit, j'espère qu'il avait 20 ans le gars, hein, toute la nuit. Et qu'est-ce qui se passe pendant toute l'année? Qu'est-ce qu'il va faire? J'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. C'est où cet endroit-là? Parce que si vous regardez dans les cartes géographiques, la montagne de la myrrhe, tout ça, vous n'avez pas trouvé. Hein? Alors où est-ce que ça se trouve? Alors tout ce qu'on vient de dire, on parlait de ses cheveux, de ses yeux, de ses lèvres, de son cou, de ses seins, et là on parle de montagne de myrrhe, vous pensez que c'est où? Et ça c'est toute la nuit. Ce qui m'amène à un sujet très délicat à propos de la durée des choses. Ne vous faites pas remarquer, vous restez tranquille, hein, surtout les hommes. Un jour il y avait une émission à la télé aux États-Unis. La présentatrice, ce soir, nous allons voir pourquoi les femmes ont du mal à atteindre les sommets, à atteindre l'orgasme. Intéressant. Et donc, il y avait un panel d'invités, il y avait toutes ces femmes, il y avait des psychologues, et vous voyez, après, il y a les discussions, et puis il y avait ces femmes qui parlaient « Oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai qui ne va pas, ça ne va pas avec moi, j'arrive pas, oh, nous sommes nuls, nous sommes pas là, nous ne sommes pas à la hauteur, gna, gna, gna. » Et puis, juste avant la publicité, il y avait une question affichée. Vous savez, des fois dans les émissions, avant la pub, il y a une question pour retenir l'attention du spectateur. Après la pub, il va revenir pour voir la réponse. Et donc, il y avait la question. La question, pour un homme, quelle est la durée moyenne de l'acte sexuel? 3 réponses. Première réponse A, 2 minutes. Deuxième réponse B, 10 minutes. Troisième réponse C, 20 minutes. D'après vous, c'est quoi la bonne réponse? La durée moyenne de l'acte sexuel chez un homme? 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Si on pose aux hommes, ils ne vont pas dire la même durée que les femmes. Hein. La publicité s'est terminée. La réponse A, 2 minutes. Et après, l'émission a continué. Et puis, il y avait toujours ces femmes. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je n'arrive pas à aller? Pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi je n'arrive pas à atteindre l'orgasme? Eh bien, vous n'avez pas vu la réponse à l'écran. Vous allez faire le calcul. Si une femme a besoin de 7 à 14 minutes et qu'un homme en a fini en 2 minutes, nous avons un gros problème de mathématiques. Et le pire dans tout ça,
c'est que 2 minutes, c'est la moyenne. C'est juste la moyenne. Alors les hommes, il faut vraiment faire plus que 2 minutes. Hein. Alors je ne vais pas vous expliquer, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de truc, hein. Je ne vais pas vous expliquer, mais il faut faire les choses de manière à ce que vous n'allez pas consommer votre cartouche de 2 minutes tout de suite. Il faut bien faire les choses comme il faut. Ok? Là je parle aux gens mariés, là, les jeunes, bon, c'est pas votre... Le fameux professeur Pascal de Sutter dont je parlais tout à l'heure, qui était venu à Nouméa il y a 1 an, il avait fait une conférence à l'université, c'était un gros sexologue mondial, et il disait, bon, il y a des techniques, hein, il faut respirer, il faut se détendre, il ne faut pas se crisper la mâchoire, sinon le cerveau il comprend qu'il faut en finir tout de suite. Bon bref, il y a des petites techniques comme ça, mais ce n'est pas le plus important. C'est la façon d'interagir entre l'homme et la femme, et là je ne vais vraiment pas vous expliquer, on n'est pas là pour ça, mais il y a des livres, des fois, il y a des conseils qu'on peut avoir, mais surtout faites attention les hommes, que vous êtes plus rapides que les femmes, donc il faut bien équilibrer les choses, comment ça se passe. Maintenant les femmes, pour que vous devez comprendre que l'élément numéro 1 pour rendre un homme capable de dépasser cette barre de 2 minutes, c'est de faire l'amour régulièrement. Yeah, disent les hommes. Dites pas tout ça. Parce que si vous faites attendre un homme pendant 2 semaines, ça ne va pas être 2 minutes, ça va être 30 secondes, hein, ça va être vite fait. Hein. Donc vous devez aider cet homme à devenir un amant qualifié pour vous, l'aider à acquérir de l'endurance. Et puis les hommes, vous devez rester concentrés sur la fille, pas sur vous-même. Ah, il y a des hommes, c'est... allez, viens là, one dame, merci madame, ça y est, c'est fini. Si vous faites ça, c'est pas de sitôt qu'elle va avoir encore envie, hein, ok? Elle va pas être pressée de recommencer. Il y a des femmes qui, pendant toute leur vie de mariage, n'ont jamais eu d'orgasme, hein, alors qu'avant le mariage, elles en avaient eu. Alors un jour, le pasteur Mungor, il a eu une femme, il y avait une femme dans son cabinet, il dit, alors est-ce qu'il fait sonner votre cloche? Ben non, jamais. Mais avant, vous n'avez jamais expérimenté ça? Si, avant, dans mon premier mariage, ça marchait très bien. Ah, laissez-moi deviner. Quand vous faites l'amour, ça dure moins de 2 minutes. Et comment vous le savez, hein? Alors les gars, il faut faire mieux que 2 minutes. Clé numéro 2 maintenant. Clé numéro 2, elle a besoin d'intimité. Alors regardons ce que nous dit encore le Cantique des Cantiques. Dès le matin, nous irons aux vignes, un endroit secret, un endroit privé. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. C'est quoi ça? C'est du jardinage? Non, c'est pas du jardinage. Et là, je te donnerai mon amour. D'ailleurs, vous pouvez méditer sur ça, verrons si la vigne pousse, la fleur s'ouvre, etc. C'est vachement bon, bref. Donc c'est très difficile pour une femme de se sentir prête ou d'avoir envie si elle ne se sent pas en sécurité ou en intimité pour faire l'amour avec vous. Ce qui veut dire qu'il y a des chances que lorsqu'il y a des invités à la maison et qu'ils sont dans la pièce d'à côté, eh ben, elle ne sera vraiment pas intéressée. Pour la plupart des hommes, ce n'est pas un problème pour nous. Hein. Nous, c'est facile, on peut très bien faire ça. Hein. Ah, les invités, vous êtes déjà arrivés? Écoutez, le repas il est sur la table, vous vous servez, il n'y a pas de problème. Hein. On va arriver bientôt. Hein. On arrive dans 2 minutes. C'est pour cette raison que pour les femmes, avoir des enfants rend difficile d'avoir envie de relations sexuelles. On pourrait même appeler les enfants l'antisexe. Pourquoi? Parce qu'ils sont là tout le temps, ils sont là partout, on ne peut jamais être seul. Il faut faire quelque chose, les femmes là. Vous savez que sur vos portes, il y a des verrous, vous pouvez fermer. Il faut les utiliser. Il ne faut pas négliger les besoins sexuels de votre mari jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Ça y est, chérie, ils sont partis de la maison, on peut y aller. Non, on va faire ça. Tout change avec les enfants. C'est vrai que les femmes ne sont plus les mêmes. Les hommes, vous devez comprendre ça. Les femmes ne sont plus les mêmes, elles changent physiquement, émotionnellement, psychologiquement.
physiologiquement aussi. Vous savez, ces beaux seins séduisants qui étaient des zones érogènes, maintenant c'est des services publics pour les bébés. Et les gars, elle est touchée toute la journée. Et puis on vomit là-dessus, là. Et là, le soir, vous arrivez, frais comme une rose, là, comme Aldo Macione. Alors, ma chérie, alors, tu me touches, t'es mort. Et c'est vrai que des fois, c'est pas évident pour les hommes, hein. C'est vrai, dans certaines périodes, c'est pas facile. Je me souviens, j'avais un copain pasteur avant, hein, personne ne le connaît ici, c'est pour ça que je me permets de dire. Il faisait des voyages longs, des fois, partout, et puis quand il revenait avec les autres copains, il disait « Aïe, 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 ça pèse lourd là-dessous, là !» C'est vrai que les hommes, c'est pas évident non plus, hein. Vous savez, les gars, la femme, quand elle a des enfants, elle n'est plus la même. Mais les filles, il faut que vous vous rendiez compte que cet homme-là, lui, il est resté le même. Il est resté le même homme viril que vous avez épousé. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans cette période critique des mariages. C'est pourquoi un grand nombre de mariages durent seulement entre 5 et 7 ans, le temps justement que la régression s'installe, qu'on ne fait pas les ajustements nécessaires, et quand on ne fait pas ça, ça détruit la relation. Mesdames, c'est important ce sujet, vous ne pouvez pas vous laisser absorber par votre rôle de maman au point d'oublier les besoins sexuels de votre mari. C'est très important. Oui, mais mon petit Johnny, il a besoin de sa maman. Mon petit Johnny, il a besoin de sa maman. Écoutez, maman, votre petit Johnny, il a besoin d'un papa. Parce que si vous continuez dans une certaine voie, il n'aura plus de papa. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Et ça ne vaut pas le coup. Ok, donc, d'ailleurs, les filles, faites attention à ne pas rejeter votre mari sexuellement. Les gars, ils disent « Yes, vas-y. » Peu de gens le savent, mais la plupart des hommes, juste 3 à 4 G à la suite, et il va s'arrêter complètement. Il ne va plus vous embêter. Et quand vous voyez un mari qui se dispute à propos de sexe, vous avez de la chance. Considérez-vous comme béni de Dieu parce que le problème est encore sur la table. Mais pour beaucoup d'hommes, quand on les rejette constamment, ils s'arrêtent et puis c'est tout. Et après, il y a des femmes qui vont consulter certains cabinets pour dire « Mon mari ne me touche plus depuis des mois et des mois. » Oh là! Et ça ne vaut pas le coup. Et il se peut qu'avec le temps, la femme redevienne demandeuse. Mais lui, il ne se souciera plus de vous parce qu'il ne se sentira plus en sécurité d'être l'initiateur. Et ça redevient rarement comme avant. Donc ça ne vaut pas le coup. C'est vrai, vous qui êtes jeunes, c'est vrai que vous êtes fatigués, les jeunes femmes, et les hommes le comprennent. Donc les hommes comprenez ça. La fille, quand elle a un bébé, elle est épuisée. Il faut lui donner du repos. Il faut lui laisser faire une pause. D'ailleurs, ils ont fait un sondage dans les journaux. Les 3 centres d'intérêt prioritaires pour les hommes, le sexe, la nourriture et le sommeil. Les 3 points d'intérêt prioritaires pour les femmes, le sommeil, la nourriture, le sexe. Évidemment. Alors les hommes, aidez la fille, laissez-la se reposer, laissez-la faire une pause. Si vous voulez qu'elle soit encore votre amante, eh bien laissez-la faire la sieste. Prenez le bébé avec vous, et puis c'est vous qui allez recevoir les vomis, tout ça, faites-le. Faites-le les gars. Et tout cela nous amène à la clé numéro 1 pour une sexualité incroyable. Et pour faire cette dernière partie, on va faire une petite pause de 2 minutes. Parce que je vais vous prévenir maintenant, on va rentrer dans une... comment on va appeler ça? On va dire des choses maintenant, ça va être un petit peu costaud. Ça va être un peu la guerre nucléaire contre certaines choses. Donc, je vous demande encore une fois, je m'excuse de ce que vous allez entendre si ça choque vos oreilles, mais il faut absolument parler de certaines choses. Donc, on vous laisse une pause de 1 minute et après on attaque la dernière partie de notre session de ce soir.
D'ailleurs, ça me donne l'occasion pour ceux qui ont le livret, si je me souviens bien, vous avez qu'est-ce qui se passe par rapport au sexe pour l'homme lors du mariage. Ce qu'il retient, c'est quoi? C'est la fille pendant le mariage. Par contre, la fille pendant le mariage, ce qu'elle retient, c'est quoi? C'est que le sexe, c'est quelque chose d'important. Le sexe égale important pour l'homme. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts à redémarrer? Parce que là, vous allez apprendre quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, vous allez désapprendre quelque chose aussi. Est-ce que tout le monde est là? Ça va? C'est bon? Ok, on va continuer maintenant. Alors, la clé numéro 1 pour une sexualité incroyable, qu'est-ce que c'est? La clé numéro 1 pour une sexualité incroyable, c'est l'exclusivité. L'exclusivité. Quand un homme se focalise uniquement sur une seule femme. D'ailleurs, je me souviens, j'avais vu un film qui s'appelle Danse avec les loups, et dedans, il y a Kevin Costner, il tombe amoureux d'une femme, et il y a le mariage, et il a cette pensée dans le film. Cette pensée, c'est maintenant, il n'y a plus aucune femme qui existe que elle. Et c'est ce que j'avais retenu. J'avais 18 ans, j'étais amoureux de cette femme, et j'ai retenu ça du film. J'ai revu le film il n'y a pas longtemps, il n'y a pas ça dans le film. C'est moi qui ai... Il n'y a plus que cette femme, il n'y en a pas d'autre. Eh bien, regardons le Cantique des Cantiques. C'est elle maintenant qui parle. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit « J'appartiens à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. » J'appartiens à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Quelque chose d'incroyable se passe lorsqu'un homme se focalise sur une femme. D'ailleurs, dans le livre que Mark Gungor a écrit sur ces sujets-là, il dévoile le grand secret des femmes. Vous savez ce que c'est le secret des femmes, les hommes? Il faut savoir ça. Ce qu'une femme veut par-dessus tout de son homme, c'est d'être choisie. C'est d'être l'élu. C'est quand un homme l'a choisi au milieu de toutes les autres femmes. Même s'il y a Miss Univers à côté, c'est elle qu'il choisit. Ça, c'est ça le secret de la femme. Et c'est pour ça que quand un homme extraordinaire demande une femme en mariage, elle fond aux larmes parce qu'elle est en train de lui dire « Il n'y aura plus que toi comme femme pour toute ma vie ». Ça la fait fondre de bonheur. Ça veut dire qu'il l'a choisie par-dessus toutes les autres femmes. Elle est l'unique, la préférée, la seule. Et chaque fois qu'elle sentira cela de la part de son mari, elle sera dans les meilleures conditions pour tout lui donner, y compris son corps. Et ce qu'on dit là, c'est vraiment quelque chose de radical, c'est quelque chose de contradictoire avec ce qu'on entend aujourd'hui dans notre société, dans notre culture. Parce que dans notre culture, qu'est-ce qu'on dit au contraire? On dit la clé pour une bonne sexualité, c'est quoi? C'est la culture de la luxure, c'est la convoitise. Plus vous fantasmez, plus vous regardez des femmes excitantes, plus vous regardez de la pornographie sur Internet, plus votre vie sexuelle sera meilleure. C'est des gros mensonges de n'importe quoi. Et la culture a vraiment perdu la tête dans ce domaine aujourd'hui. Tous les experts racontent des choses vraiment... Ils racontent n'importe quoi. Aux États-Unis, il y a une vieille dame qui a une émission célèbre sur la sexualité, et elle dit... La clé pour une sexualité incroyable, c'est le fantasme, la masturbation. Et le pasteur Gungor, quand il voit cette femme, il dit « Ah, c'est horrible, j'imagine même pas cette femme faire l'amour, et c'est elle qui donne des conseils d'experts, c'est n'importe quoi. » Qui c'est qui donne encore des conseils d'experts sur la sexualité? C'est Hollywood, à travers tous les films qu'on voit. On voit des tas de choses dans les films, et Hollywood, c'est quoi? C'est des gens qui ne peuvent même pas rester mariés plus de 3 mois. Et c'est eux qui conditionnent la pensée de millions de gens. Et ils font des scénarios super parfaits. Pourquoi? Toujours avec la convoitise, le fantasme. Tout ça, c'est des mensonges bien baveux. C'est vraiment pur, ça ne marche pas du tout. Quelqu'un peut-être va dire « Oh, arrête ta morale de prêcheur, tu es trop dans tes idées d'église, tout ça. » Je ne fais pas de morale ici.
Je ne condamne pas ça par rapport à la morale. C'est vrai qu'on pourrait le faire, mais je n'ai même pas besoin de condamner ça sur la base de la morale. C'est juste que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et personne n'ose le dire aujourd'hui, que toutes ces choses-là, ça ne marche pas pour avoir une bonne vie sexuelle. Connaissez l'histoire de l'empereur qui se baladait tout nu, et comme c'était l'empereur, tout le monde faisait que de le féliciter. Ah, Majesté, comme vous êtes beau dans votre costume. Et il s'est retrouvé devant un enfant, et l'enfant a dit, oh, l'empereur, il est tout nu. Tous les experts continuent à répéter ce même mensonge, encore et toujours. Oh oui, les vêtements de l'empereur sont magnifiques. Oh oui, la convoitise, la pornographie, le fantasme, c'est super. Mais c'est complètement faux. La preuve, elle est implicite. Là, je vais faire appel à témoins, mais ne bougez pas les hommes. Je sais que ça se pratique, hein, donc ne bougez pas. Les garçons, je vous pose la question. Quand vous êtes assis dans le noir à regarder des choses sur Internet et que vous êtes dans votre solo, est-ce que c'est ça le top de la vie sexuelle? Vous savez très bien que non. Et plus vous vous livrez à ces pratiques, et moins votre vie sexuelle sera épanouie. Au contraire, dans le monde, on ne fait que de nous dire « Allez, encore plus de porno, allez, encore plus de porno ». Et ça détruit la vie des gens. Un jour à la télé, il y avait une émission sur la famille, et il y avait des stars. Vous savez, des émissions avec des stars, il y avait deux groupes, un groupe là, un groupe là, et la question est arrivée, sondage, à propos de 100 personnes, il faut deviner ce que les personnes ont répondu à la question. Question, que pouvez-vous faire pour améliorer votre vie romantique? Premier groupe, les stars, blablabla. Bla, bla, bla. Ah, voilà une réponse. Avoir une liaison. Et tous les autres, ah oui, super, avoir une liaison. Bonne réponse. Mais comment elle peut être aussi stupide et respirer encore? Avoir une liaison, c'est ça qu'on fait pour avoir une meilleure vie sexuelle dans son couple. Et vous savez qu'il y a des spécialistes, des psychologues qui prescrivent ça en réalité à des gens qui ont des problèmes de vie sexuelle. Ils disent, allez, il faut avoir une liaison. Mais ça, c'est vraiment notre culture d'aujourd'hui. Plus c'est bestial, plus c'est grossier, plus ça améliore. Mais non, ça n'améliore pas, ça détruit. Et donc dans l'émission, l'animateur dit, c'est ça votre réponse, avoir une liaison? Alors on va voir la réponse, réponse fausse. Bon, ok. Alors on se tourne vers le deuxième groupe maintenant. Deuxième groupe, alors question, toujours la même question. Que pouvez-vous faire pour avoir une vie plus romantique? Et là, blablabla, les stars, et là quelqu'un, regardez un film porno ensemble? Ah, bonne réponse. Et là, l'animateur valide la réponse. Alors le buzz, bonne réponse, mauvaise réponse. Et toutes les réponses qui sont venues étaient basées sur ces choses-là. C'était incroyable. Il y avait des psychologues, des stars, il y avait de tout, et toutes les réponses étaient dans ce cadre-là. Quand c'était le moment de conclure, l'animateur a dit, bon, écoutez, on va regarder les réponses maintenant du sondage de 100 personnes. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure vie romantique? Prendre du temps ensemble, sortir dîner ensemble, faire une longue marche ensemble, offrir des fleurs. Enfin, c'est des choses que n'importe quel beurre connaît, quoi. Mais ces personnes n'arrivent pas à comprendre. La formule numéro 1 du monde, c'est fantasmer. Ah, c'est une super idée, fantasmer. C'est-à-dire ignorer la femme réelle qui est dans votre vie, se focaliser sur une femme qui ne vous connaît même pas et qui ne vous donnerait même pas une seconde de son temps. C'est ce qu'il faut faire, voilà. Soyons dans le faire semblant, dans un mode de fantasme. Échangeant nos femmes réelles contre des fantasmes. Comment elle peut être aussi stupide? Et vous savez qu'il y a des gens, des intellectuels, qui ne sont pas du tout religieux d'ailleurs, des intellectuels qui se posent des questions maintenant sur les problèmes de société, ils commencent à réaliser qu'il y a un problème. Parce que les hommes deviennent de plus en plus diminués sexuellement, ils deviennent incapables de fonctionner normalement parce qu'ils sont tellement stimulés à outrance avec la pornographie. Ça détruit leur vie sexuelle. Et il y a des femmes qui témoignent carrément que leur mari préfère le plaisir en solitaire et la pornographie que d'avoir une relation sexuelle avec elle. Un jour, il y avait une femme qui était, le pasteur du Nord, il dit, c'était une femme canon, hein. Et puis lui, il est pasteur, mais il n'est pas pétrifié, hein, donc c'était un peu... Elle est venue voir le pasteur du Nord parce qu'elle pleurait. Elle dit, ça fait 1 an que mon mari, là, il n'a même pas touché ça depuis 1 an. Il me demande de faire des tas de choses qu'il voit sur Internet, mais je suis malheureuse. C'est dégoûtant ce qu'il me demande de faire. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est ce que le monde veut nous apprendre.
échanger une femme réelle et préférer les fantasmes. C'est tout ce qu'ils ont comme idée d'une bonne sexualité, fantasmer et se masturber. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est cette chose de masturber? Et quand vous commencez à parler de ça, ça énerve les gens en disant ah, mais pourquoi vous parlez de ça? C'est pas bien la masturbation, il n'y a pas de problème. Mais ici, il y a un problème. Les gens disent c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un problème, ça commence à détruire la vie sexuelle de beaucoup d'hommes. Parce qu'il ne faut pas vous laisser berner. Vous savez, quand vous pratiquez ça et que vous continuez à faire ça encore et encore, ça va reformater votre fonctionnement. Ça va reformater le fonctionnement de votre corps. Tout le monde le sait au sujet de ce qui est physique. Les athlètes le savent, les soldats le savent. Quand vous vous entraînez à faire une chose, toujours, c'est pour ça qu'on fait des entraînements de soldats, des entraînements de karatéka, des entraînements de basketball. Vous refaites les mêmes choses encore et encore et encore, et ça devient automatique. Et bien, quand vous pratiquez cette chose, le plaisir solitaire, encore et encore et encore, vous croyez que ça ne va pas avoir un impact sur la façon dont votre corps fonctionne? Ça va avoir un impact terrible. Et notre culture enseigne aujourd'hui, mais il n'y a pas de problème de faire ça. Faites-le, d'ailleurs, vous pouvez le faire même jusqu'à 7 fois par jour. On entend des trucs comme ça. C'est incroyable. En pensant que ça ne va pas reformater le fonctionnement du corps. Et la vérité aujourd'hui, c'est qu'un nombre croissant d'hommes ne sont plus capables de fonctionner sexuellement avec une femme. Et ça devient de plus en plus fréquent. Il y a des hommes qui disent « Ah, je peux faire l'amour avec ma femme pendant des heures, rien ne se passe pour moi, j'arrive pas à l'orgasme. » Mais quand il s'en occupe tout seul, là, ça marche bien. Parce qu'il a complètement déformé le fonctionnement de son corps. Et ça, c'est ce qu'ils appellent la sexualité au top. Et ça, c'est ce qu'ils appellent « Oui, les jeunes, ils peuvent faire ça, tout va bien. » Il y a même aux États-Unis, il y a même maintenant une maladie qui est diagnostiquée, ça s'appelle syndrome masturbatoire traumatique, TMS. C'est pas une blague, hein? Parce qu'à force de pratiquer ça, certains hommes n'ont plus la sensibilité nécessaire pour l'acte sexuel avec une femme. Et je me souviens donc de la conférence du professeur Pascal de Sutter, ce sexologue de renommée mondiale qui était venu il y a 1 an à Nouméa. Il avait témoigné, lui, il va toujours sur les plateaux télé, et puis il rencontre des gens, et puis un jour, il était sur un plateau télé, et au cours de cette émission de télé, il y avait un panel, et il y avait un gars qui apparemment est très connu, il s'appelle Rocco Siffredi, un acteur dans le porno. Ah, il y en a qui connaissent apparemment. Et donc, Rocco Siffredi, quand on lui a donné la parole, donc il y avait Pascal de Sutter, le sexologue qui parlait, après c'était lui. Alors il dit au sexologue, parce qu'il est italien, hein, donc il fait, ah vous êtes le théoricien, moi je suis le praticien, j'ai connu 3000 femmes. Mais hors plateau, ils ont discuté. Il a confessé qu'il avait un problème. Il a atteint de ce trouble, c'est-à-dire qu'il ne peut plus avoir d'orgasme. Toute la journée il fait son métier, mais il ne peut plus avoir d'orgasme avec une femme. Et vous savez ce qui est le plus malhonnête, c'est que des gens disent, quand vous masturbez, vous allez avoir l'orgasme. C'est pas l'orgasme quand vous masturbez. Oui, il y a un truc physique qui se passe, il y a un truc qui est éjecté là, il y a un machin, mais ce n'est pas un orgasme. Un orgasme, c'est quand vous faites l'amour à la personne, à la femme que vous avez élue, que vous aimez, vous atteignez le sommet et les endorphines sont libérées dans toute la circulation sanguine et toutes les cellules du corps s'agrippent et tout le monde fait ah, Alléluia. Ça, c'est un orgasme. Et après, on est détendu, on est en paix, on est super. Et madame aussi. Ça, c'est un orgasme. Alors que tous ceux qui se masturbent disent clairement que quand ils font ça, tout de suite après, ils ne sont pas détendus, ils ne se sentent pas bien. Ils se sentent un peu sales, ils se sentent un peu coupables. Et ça fait déjà 2 générations que les psychologues disent non, il n'y a pas de problème de se masturber, il ne faut pas se sentir coupable. Il y a même des pasteurs qui disent ça aux jeunes, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la réalité. Parce que vous savez, vous pouvez berner votre esprit en disant non, il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais vous ne pourrez jamais berner votre corps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de désinformation des jeunes. Il y a des tonnes de désinformation par rapport aux jeunes. Et ça a le potentiel de démolir la sexualité des jeunes d'aujourd'hui. Et personne n'en parle. Et c'est vraiment dommage parce que la plupart des prédicateurs dans les églises sont silencieux sur le sujet. Parce que c'est vrai que c'est un peu effrayant d'en parler. Vous voyez, quand je fais ça, je cours un risque. Vous allez me voir d'une façon bizarre peut-être quand vous allez me croiser la prochaine fois. Mais il faut parler de ces choses. C'est très important pour la sexualité des jeunes. La sexualité de toute notre société.
Et donc les prédicateurs, des fois, eh ben, ils n'osent pas, ils ne parlent pas de ça. Ils parlent de tout sauf de ça. Et qu'est-ce qui se passe? La société, elle ne perd pas son temps, elle continue à parler, les films continuent à arriver, et finalement on se demande après pourquoi il y a des tas de problèmes dans nos églises. Il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis, 50% des hommes qui vont à l'église, tous les dimanches ou le samedi aussi, 50% des hommes qui vont à l'église ont des problèmes d'addiction sexuelle. Vous voyez? Donc on ne dit jamais rien, on ne parle pas, et puis il y a toutes sortes de problèmes, on n'en parle pas, on ne dit pas ce qui ne va pas, et puis voilà, on constate, ah ça ne va pas, pourquoi, gna gna gna. Alors qu'il faut viser les choses, il faut dire les choses clairement. Il faut vraiment comprendre une chose, la pornographie va vous priver d'une vraie vie sexuelle. Et le problème aussi, c'est que nous avons des fausses idées. Des fois, les hommes, et même les hommes qui vont à l'église, ils se disent, oh c'est normal de regarder des belles filles, regarder des filles excitantes, je ne fais rien avec eux, hein, je ne touche pas, hein, c'est pour avoir une meilleure sexualité. Mais c'est vraiment un mensonge, ça va détruire votre vie sexuelle. Et c'est des mensonges qui vont détruire, pas seulement vous, les jeunes aussi. Et ça détruit vraiment la vie des gens. Le monde a perdu la raison dans ce domaine. Vous savez, l'un des plus grands problèmes aux États-Unis, et si ça se passe aux États-Unis, ça va arriver aussi, hein, ça va arriver ici aussi. Les gens mariés, ils ne veulent plus avoir de relations sexuelles. Ils font du sexe pour eux-mêmes. Vous voyez le diagramme qu'on a vu hier? Chacun fait son truc de son côté. Le diagramme qu'on a vu hier. Comment ça, puisque c'est ça la motivation de l'homme, chez la femme, comment ça va motiver de s'occuper du cœur de la femme? Puisque l'homme il se sert tout seul. En quoi il va vouloir s'occuper du cœur de la femme? Il n'y a pas besoin. Ça détruit complètement tout le schéma qu'on a vu hier, où l'homme s'occupe du cœur de la femme parce qu'il est motivé par ça, et la femme s'occupe de ça de son mari parce qu'elle est motivée par avoir le cœur de son homme. Tout ce schéma est complètement détruit. Il n'y a plus rien. Quand vous vous masturbez, vous cassez le système. Ce n'est pas la peine d'être gentil avec elle, ni de la toucher, ni de grimper le palmier, tout ça. On peut être fainéant et puis se servir tout seul. Donc il y a des hommes maintenant qui deviennent fainéants, pressés d'avoir un soulagement rapide, et deviennent des amoureux d'eux-mêmes au lieu d'être des amoureux de leur femme. C'est triste. Alors la question qui se pose maintenant, que dire à nos adolescents? Accrochez-vous, que dire à nos adolescents? Ben, dites-leur d'attendre. Ils ne vont pas mourir. Personne n'est jamais mort d'un manque d'éjaculation. Il n'y a jamais eu de décès sur le certificat de décès, cause échec dans l'éjaculation. C'est pas ce qu'on entend, hein. Mais médicalement c'est prouvé, il n'y a pas de problème si on ne fait pas ça. Le plus gros tas de mensonges d'ailleurs, nous ne sommes pas des animaux, vos enfants ne sont pas des animaux. Vous connaissez la différence entre un être humain et un animal? Les êtres humains ils savent dire non, nous pouvons avoir le contrôle sur nous-mêmes. Or, dans notre culture d'aujourd'hui, l'idée même d'avoir le contrôle de nous-mêmes, de garder le contrôle sur nous-mêmes, c'est ridicule, c'est absurde, on dirait que c'est pas normal. Et il y a des gens qui vont écouter ce que je viens de dire, et vous savez ce que je dis, hein, c'est ce que le pasteur Gugor dit. J'ai traduit ça, je vous le transmets, et je suis d'accord avec, c'est pour ça que j'ose vous le dire aussi. Donc, il y a des gens qui vont écouter tout ce qui est dit, et qui vont s'indigner en disant « Ah, mais c'est pas de la vraie information, ça, c'est de la fausse, c'est de la désinformation ». Il y a des experts qui vont se fâcher en disant « J'arrive pas à croire qu'on dise des trucs pareils. Nous n'acceptons pas de telles assertions, nous les experts. Ça va pas votre histoire là. » Et ils demandent des preuves que ce qu'on dit c'est vrai. Des fois, il y a des gens qui veulent demander des preuves que l'oxygène est bon pour le poumon. Hein, mais puisqu'ils veulent absolument des preuves, on va essayer d'avoir une explication scientifique. On va faire de la science, une démonstration scientifique maintenant. Admettons, voilà. Alors, je fais l'équation. Grand A, enfin, petit a si vous voulez, vous prenez une femme excitée, plus un grand B, un homme excité aussi,
et vous obtenez la meilleure sexualité possible. Voilà. Ça, c'est l'équation de base. C'est logique. Hein? Un homme allumé, une femme allumée, super. Si par contre l'homme n'est pas allumé, ça ne marche plus. Si la femme n'est pas allumée, ça ne marche plus. Ok? Ça va? C'est indiscutable, hein? Ça marche. Maintenant, faisons un petit sondage à propos, et d'ailleurs, je vais vraiment demander aux femmes de participer à ce sondage. Il y aura un sondage tout de suite pour les femmes. Alors, c'est le moment, les femmes, de dire ce que vous pensez réellement. C'est le moment de lever votre main ou pas, de dire vraiment, il ne faut pas avoir peur, il faut participer. Ok? Sondage à propos de la pornographie. Mesdames, et rappelez-vous que la pornographie, c'était une prescription de certains experts à des fins thérapeutiques. Ils disent ça va améliorer votre vie sexuelle. Hein. Donc je vous demande, mesdames, si vous saviez que votre mari venait de regarder un film porno et qu'il voulait vous utiliser pour se satisfaire tout en pensant à ses femmes, combien d'entre vous auraient des envies de sexe et seraient allumés? Levez la main. Ah, il n'y a personne, hein? Donc on va mettre personne. 0. Un jour on m'a dit, écoute, tu ne peux pas parler comme ça aux gens, on n'a jamais levé la main, c'est un peu trop là de poser ce genre de questions. Bon, ok. On va changer de question alors, Répondez les femmes, hein? Soyez libres de répondre. Si vous saviez que votre mari pensait uniquement à vous, et qu'il vous traitait comme si vous étiez la seule femme au monde, sans penser à aucune autre femme, combien d'entre vous auraient des envies de sexe et seraient allumés? Ah ben répondent, elles n'ont pas honte, là, super. Levez la main encore. 1, 2, 3, 4, 5, bon. Ça fait on va dire 15, ok? Alors, on a fait des études pour savoir, Harvard et compagnie, en fait, 15 c'est supérieur à 0. Donc, c'est brillant. On vient de démontrer quoi? Que le porno, ça entraîne quoi? La femme, elle n'est pas contente. Elle n'est pas allumée. Donc ça veut dire que dans l'équation, vous avez un problème ici, c'est pas allumé ici, donc on ne peut pas avoir une meilleure sexualité. Ok? C'est une femme qui n'a pas envie. Porno, la femme n'a pas envie. Donc, quand on vous dit à chaque fois, il faut exciter la femme, il faut lui montrer des trucs, tout ça, c'est des balivernes. C'est pas comme ça que ça marche pas. Ce sondage, en fait, a été fait sur des milliers de femmes, puisque le pasteur Gungor, il parcourt les États-Unis avec ce séminaire. Il en fait un tous les 3 jours depuis 10 ans. Donc, toujours c'était la même réponse. Bon, il y avait quand même 1 ou 2 femmes, des fois, qui lèvent la main, oui, ça m'excite. Bon, ben, c'est son choix, pourquoi pas. Mais en général, c'est pas comme ça que nous sommes faits, c'est pas comme ça que les femmes sont faites. Et les gens sont si aveugles qu'ils ne voient pas l'empereur marcher tout nu. Ils disent toujours, ah non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenant, pour les hommes, nous savons que une exposition répétée à la pornographie, donc une exposition répétée à la pornographie, ça va donner un homme diminué. Et on voit même dans certains magazines, on voit par des témoignages dans les magazines, les hommes n'arrivent plus à fonctionner avec une femme. Ça impacte leur nature d'homme. Et vous savez, on a même entendu des choses vraiment scandaleuses. Il paraît qu'il y a des pasteurs qui, lorsqu'ils font l'amour à leur femme, ils ont besoin d'avoir un magazine ouvert à côté pour pouvoir maintenir leur truc pour que ça aille jusqu'au bout. Vous pouvez imaginer à la place de ces femmes comment elles sont malheureuses. Pourquoi ils sont obligés de faire ça? Parce qu'ils se sont adonnés à regarder ces choses-là et ils sont obligés maintenant d'aller avec ça pour pouvoir maintenir quelque chose. Ok? C'est ça le pouvoir addictif et destructeur de ces choses. Et c'est ça une mauvaise sexualité. D'ailleurs, le fameux Rocco Siffredi dont j'ai parlé tout à l'heure, le professeur Pascal de Sutter disait aussi que eux, les acteurs porno, quand ils font leur métier, tous les jours, ils sont obligés de se piquer des produits pour que ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Ok, donc vous voyez le résultat, une exposition répétée à la pornographie, c'est un homme diminué. Donc on va écrire le symbole d'un homme diminué. Le symbole d'un homme, c'est comment déjà? C'est comme ça, hein? Voilà. Mais un homme diminué, c'est comment?
C'est comme ça. Alors maintenant, faisons la synthèse. Faisons la synthèse. Si A plus B égale meilleure sexualité possible, un homme est excité, une femme excitée, meilleure sexualité possible, et le porno entraîne que la femme n'a pas envie, et l'exposition répétée à la pornographie égale un homme diminué, alors A plus B moins porno égale meilleure sexualité possible. La démonstration est faite. Ok? Ce qui signifie aussi que ce que disent les experts d'aujourd'hui, les experts, ils nous mènent vers des fausses conclusions. Et je peux imaginer que, bon, il n'y a peut-être pas d'experts dans cette salle-ci, mais lorsque le pasteur Gugan fait ça aux États-Unis, il y a des experts qui sont furieux contre lui. Ils sont furieux contre ça. Il y a une dame qui a interviewé le pasteur Gugan dans un magazine qui s'appelle Newsweek, et qui était outrée par ses affirmations. Elle dit, mais j'ai jamais entendu des choses pareilles. La masturbation, mais c'est quelque chose de normal. Même les enfants se masturbent. Pasteur Gugan dit, ah bon? Les enfants se masturbent? Enfin, oui, ils se touchent, quoi. Pasteur Gugan dit, mais moi aussi je me touche. Et puis, à quel niveau on se place? À un niveau d'enfant. Vous savez, les enfants, si on ne les empêchait pas, ils feraient caca, ils mangeraient leur caca. Ça veut dire que nous, les adultes, on va faire ça aussi. De quoi on parle là? Ça veut dire n'importe quoi, ces choses-là. On n'est pas des enfants. Le problème, c'est que ces personnes sont vraiment malhonnêtes intellectuellement quand on en arrive à ces sujets. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont tous accros déjà à ces choses-là. Et c'est pour ça qu'ils sont imprégnés par ces choses. Ils ne peuvent pas s'empêcher de donner leur propre modèle aux gens, de dire ah, c'est bien, donner leur absurdité, faites ceci, faites revivre ces choses pornographiques, ces scénarios érotiques, afin d'apprécier la sexualité. Mais vous devez vous extraire de ces choses-là. Vous devez vous focaliser à nouveau. Il faut sortir un nouvel appareil photo et faire tic 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 et photographier votre femme à vous. Il faut remettre le compteur photo à zéro. Vous faites l'amour à cette femme-là que vous avez choisie. Oubliez les autres choses. Arrêtez complètement ces ordures qu'on vous a mis dans la tête. Ça ne vous donnera pas de meilleure sexualité, ça vous privera de sexualité. La clé pour une sexualité incroyable, c'est de se focaliser sur une seule et même femme. Vous voyez la luxure, toutes ces choses, la pornographie, la masturbation, c'est comme manger des cochonneries toute la journée. Ça ruine votre appétit pour le vrai dîner. Votre grand-mère avait raison. Arrête de manger des cochonneries, c'est pas bon pour l'appétit ni pour la santé. Picorer du porno, faire ceci, regarder cela, fantasme, machin, ça va ruiner votre appétit pour la chose réelle. Et d'ailleurs, essayez ça. Essayez ça pour 30 jours. N'importe qui peut faire un effort pendant 30 jours. Pendant 30 jours, les hommes, vous n'allez plus regarder aucune autre femme que votre femme. Vous n'allez plus fantasmer à propos d'aucune autre femme. Vous n'allez plus regarder aucun de ces stupides magazines, ces livres porno. Focalisez-vous sur votre femme et constatez ce qui va arriver. Vous allez voir qu'elle va devenir vivante pour vous. Et vous savez, quand une femme sent ça, enfin quand une femme, elle sent ces choses-là, elle sera la seule femme au monde pour vous et vous allez voir, vous allez avoir la meilleure sexualité de toute votre vie. Et le pasteur Gugan a dit, c'est garanti ou remboursé. Remettons les choses en ordre. Il faut changer les choses dans ce monde. Vous devez transmettre une bonne information à vos enfants, à vos jeunes, parce qu'on leur a menti. Il y a beaucoup d'étudiants, quand ce séminaire est fait, ils se disent, mais on ne nous a jamais expliqué ces choses-là. Comment ça se fait? Et donc, ils sont étonnés de savoir que il faut rester avec cette femme, parce que vraiment, c'est une grosse bêtise d'habiter avec une fille et puis de focaliser sur notre fille. C'est complètement n'importe quoi. Ce n'est pas une sexualité au top, c'est une sexualité qui est détruite. D'ailleurs, il y a quelque chose encore que... Pardon. Il y a quelque chose que ces grands prêtres de la sexualité disent aussi. Vous savez, ils ont un tiercé gagnant. Donc, il y a le fantasme, numéro 1. Le deuxième, se masturber, numéro 2. Et le troisième, c'est mettre un préservatif. Mettre un préservatif, voici l'idée à la mode pour avoir une sexualité au top.
Les hommes, vous savez, porter un préservatif, c'est comme si vous avez chaud, c'est l'été, et puis vous voulez manger une bonne glace, et puis vous mettez un plastique sur la glace. C'est pas ça la réalité. Désolé, hein. Mais c'est pour vous choquer parce que... Et ça met en colère les experts. Les experts disent, mais vous dites des choses dangereuses. Les gens vont plus mettre de préservatif, mais attends, c'est dangereux ce que vous dites. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler de choses concernant un homme et une femme qui sont dans le mariage, qui se sont choisis et qui ont une expérience sexuelle extraordinaire. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir des expériences sexuelles en dehors du mariage, alors là, il faut absolument mettre un préservatif. Mais peut-être vous devriez mettre d'ailleurs 2 ou 3 par-dessus, hein, comme un double sachage, comme ça vous êtes sûr. Mais ne vous leurrez pas, ne vous dupez pas, ce n'est pas du sexe au top. Vous voulez une sexualité super, mariez-vous. D'ailleurs, quand on se marie, on n'a plus besoin de préservatif. Les hommes, si vous voulez une sexualité super, mariez-vous. Construisez-lui sa maison à 30 millions. Choisissez-la comme unique pour toute votre vie, chaque jour. Et vous les aurez, les 30 millions, pendant toute votre vie. Je sais que ce que je dis, ça fait flipper quelques-uns, mais c'est ça la vérité. Et puis je suis obligé de vous dire, il faut remettre les choses en ordre, il faut remettre les choses à l'endroit. Vous savez, dans notre culture biblique, il y a un verset au début de la Bible qui dit « L'homme s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. » L'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Il s'attachera à sa femme. Il ne s'attachera pas à plusieurs femmes. Il ne regardera pas plusieurs femmes. Il s'attachera à sa femme. Et c'est ça qui va faire qu'il aura une vie sexuelle super. Et vous allez être époustouflés. Faites le test pendant 30 jours, les adultes et les gens mariés. Hein? Parce que toutes ces choses de fantasme là, c'est destructeur, c'est empoisonné, c'est toxique. Et quand vous rentrez dedans, ce qui se passe, et c'est très connu, vous savez très bien tout ça. Vous rentrez dedans, c'est comme quand vous êtes un toxicomane. C'est comme quand vous êtes dans la drogue. Vous allez chercher toujours à faire de plus en plus des choses, de plus en plus sales, de plus en plus... Ça part dans des trucs après, ça se termine des fois même au tribunal. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc sortez de là. Et s'il y a un groupe au monde qui devrait comprendre ça, ce sont les chrétiens, à mon avis. Les chrétiens devraient être connus pour leur super sexualité. Il y a des chrétiens qui disent « Ah bon ?» Les gens devraient dire des chrétiens « Ah, ces chrétiens, ce tas de gens hypocrites qui se croient meilleurs que les autres. Et en plus, ils ont une super vie sexuelle. » Les hommes et les femmes chrétiennes, là je parle aux chrétiens de cette salle, devraient remettre ces choses à l'endroit. C'est vrai que toute cette affaire de sexe entre l'homme et la femme, ce n'est pas forcément évident. Mais on a vu beaucoup de principes depuis hier soir et ce soir encore. Vous avez toutes les chances d'avoir une super vie sexuelle et il faut retrouver cet équilibre parfait qu'on a montré tout à l'heure, le cœur et le smiley. Et il ne faut vraiment pas négliger ce domaine. Il faut faire attention, il faut bien soigner ce domaine. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes en train d'être aspirés par les choses qu'on entend partout. Il y avait un magazine chrétien qui a fait un sondage il y a quelques années aux États-Unis. Question chrétien des États-Unis. Combien de fois avez-vous fait l'amour la semaine dernière? Réponse numéro 1 des chrétiens. Devinez. Combien de fois avez-vous fait l'amour la semaine dernière? 0. Et après, ils se demandent pourquoi ils ont des problèmes de sexualité dans les églises. Vous savez, les femmes, les hommes luttent durement contre les tentations sexuelles. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il y a des tentations sexuelles partout dans ce monde. Hein. Je me souviens à Nouméa, à un moment donné, à longtemps, il y avait une grosse affiche de Péry avec 2 grosses fesses. Je me disais toujours comment les hommes n'ont pas des accidents en regardant ces trucs-là. Et les hommes sont perturbés par ça. Et il y en a même qui prient, ils supplient Dieu. Ils disent, Seigneur, quelle est ta réponse par rapport à ma libido, par rapport à cette pulsion sexuelle qui est toujours là? La réponse du Seigneur, fais l'amour à ta femme. Et j'aime beaucoup cette réponse. Les femmes, vous devez être là pour lui. Vous savez, vous n'imaginez pas à quel point il lutte avec ça. Vous devez être là pour lui. Vous ne devez pas négliger les besoins sexuels de votre mari. On a vu hier qu'il faut mettre des conditions. Hein. Il ne faut pas tout donner comme ça. Hein. Il faut se marier et tout. Et puis même dans le mariage, il faut mettre des conditions. Hein. Il faut, vous vous souvenez hier, il
faut dire on enlève les araignées, tout ça, vous pouvez faire tout ça. Mais ne négligez pas les besoins de votre mari. C'est un domaine fondamental. Vous ne pouvez pas ignorer ce domaine. D'ailleurs, il y a des femmes qui se plaignent souvent dans les églises, qui se plaignent amèrement de leur mari. Oh, j'aimerais bien que mon mari soit plus engagé dans l'église. Même des fois, quand on chante les louanges de Dieu, Alléluia, il n'a pas l'air enthousiaste, quoi. Mais vous savez, les femmes, un homme sexuellement frustré, difficile pour lui de louer Dieu. Vous voulez voir votre mari louer Dieu plus fort la prochaine fois à l'église? Il faut lui faire un sourire le soir d'avant. Vous allez voir, il va arriver. Allons-y, chantons plus fort pour le Seigneur. Youpi, alléluia, bingo. Voilà notre session de ce soir, terminée. J'espère que vous êtes toujours groupés avec moi. Qui c'est qui est toujours groupé avec moi? Ça va? Ok, merci. Encore une fois, mes excuses pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre. Ce soir, c'était, je disais tout à l'heure, hier soir, c'était, ce séminaire, c'est comme un sandwich. Vous avez le pain, ça c'était hier soir. Ce soir, c'était le steak, c'était un peu costaud. Et demain, il y aura encore du pain, donc ça va être autre chose. Demain, ce sera un peu plus léger. Donc, on va voir les choses. Et d'ailleurs, ceux qui ont un livret ce soir, regardez votre livret. À la page 4, vous avez le résumé de ce qu'on a vu tout à l'heure, les 5 clés concernant la vie sexuelle. Et à la page 5, vous avez un petit exercice. Ce petit exercice, c'est pour ceux qui sont déjà mariés, ceux qui sont déjà en couple, ceux qui sont déjà engagés dans un couple. À la page 5, vous avez un petit exercice, c'est lister les qualités et les choses que vous appréciez de votre conjoint. Donc vous ferez ce petit exercice. On aura besoin de ça demain. Donc pendant cette soirée et demain aussi, prenez le temps, listez les 5 qualités et les choses que vous appréciez beaucoup. Les choses que vous appréciez qui sont là. Ok. Et je vais inviter un couple d'ailleurs à s'avancer. Alors ce que vous allez lister, vous allez garder pour vous. C'est pas pour venir devant raconter à tout le monde. Mais je vais inviter un couple à venir nous partager. On leur a demandé de faire cet exercice, à venir nous partager ce qu'ils ont noté sur leur petite feuille. Quelles sont les qualités que elle apprécie de son conjoint et quelles sont les qualités que lui, il apprécie chez elle. Donc c'est Alexis et Karen. Un petit applaudissement pour les encourager. Alors, le micro est là. Alors, première question, ça fait combien de temps que vous êtes mariés ensemble? 13 ans, d'accord. Alors, est-ce que vous avez fait un petit exercice? Alors, vous êtes prêts? Quelles sont les 5 qualités, les choses que tu apprécies chez Alexis? Karen, vas-y. Alors, mais bien comme ça. Il aime Dieu. Première qualité. Oui. Ensuite, il aime sa famille. Sa famille. Il est généreux. Généreux. Il est ordonné. Ordonné, attention, vous voyez. Il sait très bien faire la cuisine. Il sait très bien faire la cuisine, waouh. Ok. Donc ça c'est ce que tu apprécies chez lui. Est-ce que tu voudrais changer de mari? Non. Non. Vous voyez? Ces 5-là, ça lui suffit, elle est heureuse avec ça. Ok, très bien. Alexis, à toi. Qu'est-ce que tu apprécies chez Karen? Alors, mets bien le micro comme ça, on entend bien. Plein d'humour. Plein d'humour. Vous voyez, elle aime rigoler, ça se voit tout de suite. L'humour, elle est sensible aussi. Elle est sensible. Très réservée. Très réservée. Ouais. Tu veux dire discrète? Discrète. Oui, ok. Elle est serviable. Ok. Je crois qu'on a fait combien là? 5, 4. Ah, il reste 1. Elle a bien compté, Essaye comme tu peux. Essaye comme tu peux. Elle m'encourage, elle m'encourage. Voilà ce qu'il aime bien. Est-ce que tu voudrais avoir Miss Univers à la place de Karen?
Non. Je remercie le Seigneur de l'avoir permis de la rencontrer. Remercie le Seigneur de lui avoir permis de la rencontrer. Ok. C'est moi qui ai fait ça. C'est pas toi qui avais fait ça. Bien sûr, je ne pensais pas que c'était toi qui avais fait ça. Ben, merci beaucoup Alexis et Karen. Vous savez que ce couple-là, moi je les connais, hein, ce sont des gens vraiment agréables, on voit qu'ils sont heureux, leurs enfants ils sont super, il n'y a pas de problème dans leur foyer, parce qu'ils s'aiment beaucoup. Et si je devais poser la question, mais je ne vais pas la poser, quand tu étais jeune Karen, que tu avais imaginé ton mari futur, est-ce que tu pensais forcément que c'était comme ça que tu y serais? Ah non, ok. Et toi, est-ce que tu pensais que ce serait ça? Non. C'est juste pour dire à nos jeunes, vous savez, des fois on se fait des idées, ah, ma femme elle sera comme ceci, comme cela, mon mari sera... Vous savez, c'est pas ça la vraie réalité des choses. Quand on a un mariage heureux, c'est pas parce que c'est Miss Univers ou je sais pas quoi. Il y a des qualités qui sont beaucoup plus intéressantes au quotidien, et c'est ça qui fait un mariage heureux. C'était juste pour donner un petit exemple. Merci beaucoup, Karen et Alexis. D'ailleurs, je vais appeler ma femme pour vous dire le dernier petit mot de la fin. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, ma dulcinée? Oh, elle est occupée. Ah, là, voilà. Alors, je remercie Jean-Marc, merci beaucoup. Ça, c'est mon chéri. Alors, quand je l'ai rêvé, je n'étais pas du tout persuadée qu'un jour j'allais épouser un brun. C'était plutôt un blanc, mais aujourd'hui, je suis vraiment une femme épanouie, merveilleusement épanouie, et je l'aime. La session donc étant terminée sur la sexualité, c'était assez costaud, n'est-ce pas? On vous l'avait prévenu. Mais aujourd'hui, on est prévenu maintenant de ce qu'on veut faire, de ce qu'on voudrait corriger, parce que ça existe, de corriger ce qu'on a raté avant. Et c'est ce qui est positif dans ces séminaires. Maintenant, vous les jeunes, vous savez aussi comment éviter maintenant de tomber malade, accro à ce genre de situation, parce que vraiment le sexe est quelque chose de merveilleux. C'est le Seigneur qui nous a donné ça, il faut en profiter lorsqu'on vit avec quelqu'un qu'on aime. Et surtout, les filles, la bague avant, sinon pas de blague. Alors, pour demain, ça va être notre dernière soirée. N'oubliez pas de remplir la partie qu'on vous a demandé ce soir, c'est un exercice. N'allez pas inventer, hein, parce que ce n'est pas le but de dire des mensonges. Parce que s'il n'est pas comme ça, franchement, ne le dites pas. Ok? Ensuite, si vous êtes venu toute seule, tout seul ce soir et que le chéri est à la maison, ou la chérie, dites-lui de venir. Essayez de convaincre parce que vous avez maintenant, vous les femmes, quelque chose de spécial pour faire venir l'homme. Il faut commencer à pratiquer ces choses-là. D'accord? On sait maintenant les secrets, comment faire venir l'homme. Alors, je vous dis donc à demain, et demain, nous allons essayer de comprendre le prochain, celui qu'on aime, et je vais donner le thème correctement, comment mieux comprendre votre conjoint, et comment rester ensemble sans tuer l'autre, parce que ça arrive aussi. À demain, et bonne soirée. Ça a été petit verre.